C'est le 316e épisode, le dernier de l'été, d'ailleurs. Si. Le 316, c'est le dernier épisode de l'été, je vous le disais. Dès la semaine prochaine, on entamera officiellement une nouvelle saison, la 8e. C'est donc dès maintenant que nous reprenons notre rythme hebdomadaire avec cette semaine Aurélien et Sébastien qui ont épinglé pour nous quelques infos dans la presse télémouvement, comme ça, dès que les gens se mettent à bouger, je perds le rythme de ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc ils vont nous dire, entre autres, que Google aurait pactisé avec Apple, à l'époque de Steve Jobs en plus. On parlera aussi de l'apprentissage du numérique qui, certains en sont convaincus, devrait être au programme scolaire. On évoque aussi des avancées dans le traitement du diabète, d'un hacker qui sévissait dans les comptes iCloud ou encore d'une solution pour contrer le piratage à l'aide de la blockchain. On en parle et on en débat tous ensemble. N'hésitez pas à partager vos idées, vos opinions en commentaire sur lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube. Merci d'avance pour les pouces levés, pour les étoiles, les abonnements, les partages dans vos réseaux sociaux et bonne écoute à vous. Je salue mes deux petits camarades. D'un côté, vous l'avez vu déjà si vous regardez la vidéo, nous avons Aurélien et puis de l'autre Sébastien. Comment allez-vous tous les deux ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu, vu parler. Bah oui, c'était les vacances. Moi, j'ai séché depuis le dernier épisode qui était un peu mouillé, qui avait fini peu mouillé. Ah oui, donc tu as entamé l'été, premier épisode de estival, et tu fais le dernier aussi. Avec Thierry, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, écoute, été tranquille, petites vacances, beau pas trop, vacciné, reposé, tout ça, et hop, pour tout parfait. Sébastien, ça va Bon, ça va, on s'est pas vu depuis le dernier numéro, donc je sais pas quand c'était, mais c'était le dernier numéro qu'on a fait. C'était le précédent, on va dire. C'était le précédent, c'est le précédent où tu as participé. Je me rappelle très bien, d'ailleurs. Ce que je vous propose, c'est d'entamer directement l'abécédaire, parce que je sens qu'il est chargé, et qu'en plus, certainement, je suis tenté de dire, il y aura des sujets en rap qui seront proposés dans un bonus à venir. La lettre A comme Amiga pour démarrer cet épisode 316. Amiga qui sort le A500 Mini, parce que maintenant on les sort en mini. C'est du rétro gaming et c'est Aurélien qui nous en parle. Aurélien. Oui. Donc le Amiga 500 Mini qui va sortir courant 2022, vous ne jetez pas dessus, c'est pas tout de suite. La date de sortie est d'ailleurs pas encore connue. Donc oui, c'est Amiga qui relance une vieille machine, une machine qui est sortie en 1987 chez Commodore. Alors ça me fait toujours rire les specs des anciennes machines avec un petit processeur Motorola cadencé à 7 MHz. Alors avec ça, voilà, faites ce que vous voulez. Mémoire vive de 512 kilooctets. Et donc, tout ça a été un peu remis au goût du jour. Il vous en coûtera 130 €, ce qui, voilà, pour une petite console de jeu, ça me paraît être un tarif relativement abordable. Donc, vous pourrez émuler la 500, la 600 et la 1200. Vous aurez une sortie HDMI en 720p. Ce qui c'est quand même par rapport à ce qu'il y avait à l'époque une résolution un peu folle. Vous pourrez sauvegarder et recharger des jeux contrairement à avant. Il y aura une souris, il y a une petite vidéo qui montre une souris 2 boutons, alors dans le jus, ça n'a rien à voir avec les souris de maintenant, et puis une manette de jeu, et il y a la petite boîte, elle est de forme grise, avec un clavier. Le clavier est factice, un clavier mécanique, vous voyez, ceux qui ont l'image peuvent le voir, qui est factice. Et par contre, vous avez des ports USB pour mettre un vrai clavier ou d'autres périphériques USB, et ça sera livré avec 25 jeux. Alors moi, je trouve que c'est toujours marrant de regarder dans le rétro et de voir comment les évolutions folles qui ont été faites depuis 30 ans, 25 ans. Folle. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça un peu décevant, ces nouvelles versions, ces réintroductions, voilà. Je trouve que rien de tel que l'original. Et donc, ces espèces de
comment je vais appeler ça? Aide-moi, Sébastien, à trouver un mot de Marketing, revival. C'est marketing, c'est marketé, c'est voilà. Ça donne aussi une image un peu bizarroïde de ce que c'était à l'époque, un peu erroné aussi. Voilà, je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Qu'est-ce qu'il en pense, Sébastien? Bon, ça profite d'une génération qui, à l'époque, jouait et puis maintenant a des enfants. Ouais, tu te dis, il profite de ceux qui ont le budget maintenant et donc, voilà, c'est de la nostalgie plus qu'autre chose. Parce que si c'était pas de la nostalgie avec les vingtaines de jeux que tu connais derrière, il n'y a pas un seul couillon qui achèterait une console aujourd'hui avec uniquement 24 jeux possibles, qui a 3 pixels qui se battent sur un écran en 720p. Ça n'a aucun intérêt. Et là où on se fout quand même un peu de notre gueule, c'est qu'on fait un truc qui est quand même gigantesque, parce qu'on a mis de quoi mettre un clavier complet et un lecteur de disquette. Et c'est factice. Donc j'ai dit, excuse-moi, c'est pas pour le prix d'un clavier. Oui, mais en plus, la taille, je pense que les proportions sont respectées, mais la taille n'est pas respectée. Il est plus petit, le boîtier. Oui. C'est juste, on a donné le design, en fait, mais à une échelle inférieure, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était le cas avec les autres modèles du genre, comme ils avaient eu ça aussi avec le Commodore 64, si je dis pas de bêtises, et d'autres consoles de jeux. On a fait comme ça des revisites très marketing, et c'était chaque fois des mini, entre guillemets. Et c'est le cas ici, A500 mini, à mon avis. C'est l'Amiga, mais version condensée, quoi, à l'échelle, je sais pas. C'est clair que l'électronique qui est dedans est beaucoup plus petite, maintenant. Oui, c'est ça, mais ça tient sur un Raspberry. C'est sûr. Donc, oui, c'est certainement le cas. Raspberry, c'est déjà très puissant pour le. Ouais, mais enfin, moi, je suis pas, je suis pas très gaming, clairement, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent, qui supportent pas de jouer sur des jeux maintenant avec de la 3D, des choses. Très très graphique et qui aiment bien jouer sur ces genres de jeux en 2D là où on se balade. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Moi, je sais que par exemple, j'ai gardé des Nokia 3310, des choses comme ça pour montrer, clairement pour montrer à mes enfants ce que c'était qu'un smartphone, enfin ce que c'était clair avant les smartphones. Donc ce côté un peu montrer l'évolution. Moi, j'aime bien. Non. La diligence, elle est toujours dans le jardin. Non, ça avait fini. Non. Les chevaux sont morts depuis. Parce que quand je parle avec gosses de trucs qu'on a connus il y a très longtemps, mais mes gosses, elles me regardent et elles me demandent si j'ai connu les dinosaures. Et quand tu le regardes, tu dis, est-ce qu'elle croit vraiment ce qu'elle pose comme question? Je vous sors, pour nos amis qui nous suivent en podcast audio, je montre à l'image un bon vieux Nokia, c'est le 2110, si je dis pas de bêtises, avec une batterie, rien que la batterie est plus grosse que nos GSM actuels. C'est juste, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est ce genre de choses, alors on pourrait les envoyer hors cyclage, machin, etc. Mais regardez un exemplaire quand même pour la blague. Ici, ce que je trouve un peu, pour en revenir à l'Amiga, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que ça réduit l'Amiga 500 et l'Amiga de manière générale à une console de jeu, alors que c'est un ordinateur à la base. Donc on faisait des trucs avec ça quand même. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon voilà, on va pas en faire des tonnes non plus. Vous, chez vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous dire si vous êtes nostalgique de ce genre d'objet, et si vous iriez, alors là je vais poser une question nette et précise, n'hésitez pas à répondre de façon nette et précise aussi. Est-ce que vous allez vers ce genre d'objet? On a le prix de ce truc 130 €. 130 € ou vers la vraie version, enfin un vieil Amiga que vous pourriez trouver par exemple dans un grenier, chez un ami, ou même sur une brocante. On voit ça de temps en temps sur des marchés, sur des brocantes, des ordinateurs de cette époque-là. Est-ce que vous préfériez l'original, quitte à ce qui fonctionne pas bien, ou pas du tout, à un truc comme ça, un peu plastique, et qui va prendre la poussière probablement. Enfin bref, je vais pas vous orienter, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et nous, on passe à la suite, sauf si Sébastien a un truc à rajouter. Oui, dis-nous. Pour ceux qui n'ont pas envie d'aller jouer avec Amiga et qui ont envie de chipoter un peu, parce que après tout, on est des techs, il y a des alternatives qui existent. Bien sûr. D'ailleurs, je suis content qu'on parle un petit peu gaming, parce qu'on s'est fait allumer sur la console de... mince, aujourd'hui sur Steam Deck. Voilà, Steam. Steam Deck de Valve. Voilà, et donc c'est une console sous Linux, et on en reparlera parce qu'effectivement, comme elle est sous Linux,
le barbu que je suis a craqué son portefeuille et on pourra jouer un petit peu à ça dans les prochains mois. Enfin, si un jour on la reçoit, j'espère. Mais donc il y a un projet qui existe qui est relativement connu pour créer sa propre console avec tous les émulateurs qu'on veut. Et là, on n'est pas limité à 24 jeux et il y en a des tonnes. C'est Recalbox. Et en fait, donc on mettra le lien sur le site comme d'habitude. Okay. Et avec vous prenez, il y a des images qui existent. Vous mettez simplement ça sur une carte SD dans un Raspberry, donc 50 balles, une ISO à télécharger, un truc à burner sur la carte SD, et vous êtes parti. Vous avez de tout, franchement. Oui. Et ça tourne même jusqu'à la PlayStation. Il n'y a pas besoin de Raspberry, le 4, le 3B, le 3 ou le 3B suffisent, je pense, pour ce genre de oui, c'est pas hyper gourmand. Il y a de tout, quoi. Ouais, Mega Drive, Game Boy, Atari, Nintendo 64, avec la liste fait plusieurs pages des consoles qui sont émulées. Ça va jusqu'à la PlayStation portable. Donc, si vous êtes nostalgique de l'époque ou que vous avez envie de partager ça avec vos enfants, voilà, c'est encore une solution. On mettra le lien, effectivement, c'est dans la description, sous la vidéo sur YouTube et dans l'article sur lestechno.be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Normalement, c'est l'autre Sébastien qui fait les informations vieux cons. C'est un anniversaire, celui de Linux, Sébastien. Oui, et j'ai grillé de quelques secondes dans notre Slack Sébastien, qui était tout frustré de ne pas pouvoir l'avoir posté. D'ailleurs, ces infos, vous pouvez les retrouver sur les flux. Marc pourra en parler aussi. Vas-y, ou sinon, enfin, je peux faire l'aparté maintenant si tu veux, mais vas-y. Bah, alors je fais l'aparté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous nous suivez sur Twitter ou sur Facebook, eh bien, à partir d'hier, en fait, de la semaine dernière, et on va faire ça de manière traditionnelle très régulièrement, c'est qu'on partage notre veille. Enfin, les chroniqueurs, c'est le gouvernement entre autres, mais les autres aussi. Vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis longtemps et de manière assidue. Vous savez qu'entre nous, on échange des informations durant toute la semaine pour compiler un épisode des Technos. Eh bien, cet échange, on le partage sur Twitter et sur Facebook. Donc, ça vous fait en plus là aussi des informations. Alors, on ne va pas parler de tout ce dont on partage, puisque ça fait partie de la veille. Il y a une sélection qui se fait après coup. Il y a aussi des informations qu'on ne partage pas par ce biais-là et qui se retrouvent dans un épisode des Technos. Mais c'est des informations en plus qui ont un peu passé le filtre des chroniqueurs des Technos. Vous connaissez un peu notre tendance. Eh ben, c'est dans cet esprit-là qu'on partage ces informations-là. Et quand je dis qu'on partage ça aussi sur Facebook, ce n'est pas sur notre page Facebook, mais un tout nouveau groupe que nous avons créé pour l'occasion, qui s'appelle Les Technos, entre parenthèses, podcast. J'inviterai d'ailleurs ceux qui sont déjà abonnés à notre page à nous rejoindre sur ce groupe, parce qu'un groupe, c'est plus facile pour échanger, justement, et pour partager des informations. Donc, si vous aussi, vous avez fait de la veille, et si vous aussi, vous avez des informations à partager, eh bien, vous pourrez le faire avec nous via ce groupe Facebook, et via Twitter également, si vous le voulez, il n'y a aucun souci. Fin de l'aparté, je peux te redonner la parole maintenant, Sébastien. Voilà, donc on est à un jour trop tard, c'était le 25 août 1991, il y a un petit gars de Finlande qui publiait sur les newsgroup, vieux truc que vous avez peut-être utilisé à l'époque, donc qui existe toujours, qui fonctionne toujours, hein. Donc il a publié sur comp.os.minix un message qui demandait aux gens les suggestions de fonctionnalités pour un Unix-like, pour un petit OS qu'il voulait faire en Unix-like, en hobby. Voilà, 30 ans plus tard, Linux, son hobby, c'est devenu quelque chose dont plus aucun de nous peut se passer, parce que les supercomputers, c'est 100% du marché, c'est du Linux. Derrière tout ce qui est serveur, c'est pas du 100%, mais tout ce qui est derrière les sites web, on n'en est pas loin, c'est quand même une écrasante majorité. Tout ce qui est fondation Internet, routage, il y a du Linux à tous les étages. Tout ce qui est Internet des objets, c'est en général du Linux à tous les étages. Les routeurs, les trucs Wi-Fi, il y a toujours bien un petit noyau quelque part qui tourne. Et dans vos montres, sur Android, c'est aussi du Linux finalement derrière aussi. Le seul truc sur lequel Linux n'a pas encore réellement réussi à percer aujourd'hui, c'est en desktop. Là, on est seulement aux alentours de 2% et demi des machines qui fonctionnent sous Linux, et 3% et demi si on y inclut Chrome OS, qui est quand même
aussi dans la boucle, comparé à Windows qui est quand même à 73% ou macOS à 15%. Donc voilà, en desktop, ça marche pas encore. Ce qui fait la différence, c'est la force du marketing. Par rapport à... Tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui, une majorité d'ordinateurs sont équipés de Windows, et aujourd'hui aussi beaucoup de Mac, la proportion a quand même augmenté. Il y a eu des différences quand même. En 30 ans, ça a beaucoup bougé de ce côté-là. Mais c'est la force du marketing qui fait qu'il n'y ait qu'un faible pourcentage d'utilisateurs de Linux sur desktop. Non, pas vraiment. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont sur Windows, c'est un lobbying de Microsoft qui a été extrêmement efficace pendant des années auprès des constructeurs. Zéro constructeur proposait des machines toutes faites avec du Linux. C'était du Windows. Certains constructeurs ont été payés, certains ont été soudoyés. Non, voilà, il y avait des deals qui étaient hyper importants avec tous ces constructeurs pour que ce soit du Windows. Qui permettait à Microsoft d'avoir une assise sur le desktop, et comme tout le monde à la maison avait du Windows, tout le monde en entreprise avait besoin de Windows parce que c'était la même chose qu'à la maison. Donc fondamentalement, ils ont réussi très bien pendant des années leur marketing. C'est pas la seule boîte à avoir eu ce genre de pratique. Mais aujourd'hui, tu veux acheter un portable, il y a que quelques marques qui commencent tout doucement à sortir avec du Linux. Lenovo le fait, Dell le fait. Mais HP l'a fait aussi, je pense, mais ils ont suspendu. Mais il y en a peu qui s'investissent, en tout cas dans Linux. Maintenant, ça commence à arriver effectivement parce qu'ils se disent que finalement le desktop il est prêt, il est mûr pour, et les applications que Monsieur Tout le Monde utilise, c'est quoi? C'est t'as éventuellement un Office, mais c'est même pas le cas parce que la plupart des jeunes ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin d'un Office ou un truc, un Google Drive ou un Office 365 sur un navigateur, ça marche. Un client mail, il y a tous les clients mail que tu veux, et un navigateur, tu as tous les navigateurs que tu veux. Pour le reste... Oui. Juste une petite parenthèse, puisque j'en parlais en aparté, je reprends ma parenthèse, si tu veux bien. C'est que dans notre veille, il y a un article donc, qui est paru du coup sur notre compte Twitter et dans notre groupe Facebook, qui reprend, je pense, c'est les 20 applications conseillées par l'État, les 20 applications Linux conseillées par l'État en France, dans lesquelles on retrouve de logiciels libres, oui, c'est ça. Donc du coup, libre, issu aussi, c'est pour ça que je fais l'amalgame un petit peu. C'est peut-être, certains vont me montrer du doigt et dire que je suis un vilain paro, etc. Le barbu, c'est le barbu. Voilà. Mais c'est logiciel libre, effectivement, mais issu du monde Linux, la plupart, en tout cas, enfin tous, je pense même. Et effectivement, ce sont des grands classiques, client FTP, FileZilla, etc. Enfin bref, voilà, les 20 conseillés. Mais il y en a d'autres, voilà. Je te rends la parole, je referme la parenthèse, pardon. Oui, voilà, donc il y a une interview dans l'article que si ça vous intéresse, que vous pouvez aller chercher sur notre site, qui est assez intéressante parce que c'est pas tous les jours qu'on interviewe des gars qui bossent sur le kernel Linux. Fondamentalement, ce que le motto du kernel et ce que fait toujours aujourd'hui Linux, c'est proposer donc le noyau, la base. Après, les distributions qui vont autour, pas son problème. C'est la base qui supporte tout le matériel. Et aujourd'hui, ils font un bon boulot, et la plupart des constructeurs sont derrière avec un support de tout le matériel, qui est un énorme challenge quand même, parce que tu as un gros bloc qui va supporter tout le matériel récent dont on a besoin. Il y a 20 ans, c'était pas si facile. Pour avoir une interface graphique qui tourne sous Linux, milieu des années 90, j'avais essayé, tu pleurais un peu quand même. Aujourd'hui, tu mets une clé, tu installes sur ton laptop, tout fonctionne out of the box, donc... Ouais. C'est prêt, c'est mûr, quoi. Si je parlais des 20 applications libres, etc., c'est parce que j'ai fait un petit peu j'ai fait un switch dans ma tête à un moment donné par rapport à une autre information qui, elle, on ne l'a pas partagée, mais voilà, on en parle régulièrement, c'est le choix que font les États ou les collectivités en termes de parc informatique quand il doit un renouvellement. Je sais qu'il y a eu en Belgique, en tout cas, des tentatives locales d'intégrer du Linux dans les administrations, etc. Très fort en Allemagne aussi. Ça se fait en Allemagne aussi, mais c'est vraiment sur les périodes d'amortissement, parce que très vite, alors sans doute aussi du lobbying, mais commercial à ce moment-là, en B2B quasiment, qui fait que c'est de nouveau du Windows qui revient un peu vite derrière à la charge. Je pense à l'enseignement par exemple. Tout ça est un petit peu compliqué. Si vous, de votre côté, vous avez un peu d'expérience dans le domaine, n'hésitez pas à la partager, ça nous intéresse. Sébastien. Oui, le problème effectivement là-dessus, c'est qu'ils attendent
comment dire, du support professionnel, et donc ce que effectivement un Microsoft peut vendre en disant on va vous mettre les gars derrière, ou des sociétés qui sont derrière, ce qui était plus difficile, parce que l'Allemagne a beaucoup investi dans le libre aussi, ils avaient mis des pourcentages obligés de ce que tu devais mettre, en tout cas dans l'administration, donc il y a quelques pays qui se sont engagés, les boîtes commerciales qui supportaient du Linux derrière, c'était pas si évident il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a des énormes boîtes, tu prends du Red Hat, tu prends l'Ubuntu, Canonical, il y a des grosses boîtes qui sont capables derrière de te fournir le service dont tu as besoin. Bien Donc, voilà. Maintenant, c'est une question de lobbying. Microsoft a toujours intérêt à ce qu'on utilise un OS Microsoft, même s'ils sont très ouverts à Linux aujourd'hui. Ok, bon ben voilà, comme je le disais, donc n'hésitez pas à partager votre expérience, et bon anniversaire, et partager votre expérience dans le domaine, parce que le domaine est tellement large. C'est vrai qu'on avait commis quelques hors-séries, un paquet d'ailleurs, dans lequel on passait, on avait avec toi passé en revue ce passage de Windows à Linux. Justement, et tous les logiciels libres qu'on a fait aussi, et puis les logiciels libres qu'on a fait aussi il y a quelques années maintenant. Ce serait bien de peut-être de dynamiser cette partie-là. Je le dis comme ça en passant, mais je le pense vraiment. Et donc voilà. Passons à la suite. On va parler de d'e-santé, de santé, d'e-santé quoi. Maintenant on dit e-santé. Voilà, si on met des E devant tout. D'e-santé, 9 santé. Santé, santé. Ah. De santé et de diabète. Du nouveau pour les diabétiques. On va parler d'une capsule à ingérer, Aurélien. Oui, alors ça m'a bien passionné. C'est des chercheurs italiens qui ont trouvé un moyen de rendre la vie des diabétiques de type 1 plus confortable. Alors, diabétiques de type 1, vous savez, c'est des gens qui doivent surveiller leur glycémie plusieurs fois par jour, qui doivent s'injecter de l'insuline pour réguler leur taux de sucre. Donc piqûres, enfin voilà, c'est quand même c'est lourd. Et puis moi je sais que je connais autour de moi des diabétiques, c'est contraignant. Oui. C'est contraignant, voilà. Vous allez chez des amis, vous devez vous trouver un endroit tranquille pour aller vous piquer. Voilà. Ouais, et puis vous pouvez pas boire, manger n'importe quoi. Enfin, c'est très très contraignant. C'est le fun. Donc voilà. Donc ces chercheurs italiens ont trouvé un moyen d'implanter dans l'intestin grêle un petit device. Et ce petit device en fait va activer des petites capsules, donc il faut imaginer que ce sont des petites gélules que le patient va donc ingérer et par un effet magnétique, donc en fait il doit y avoir soit un petit aimant, soit il y a un électroaimant dans le petit device qui attire la capsule, et donc quand vous ingérez la capsule descend dans votre tube digestif et il va s'arrêter au niveau du petit device. Et au niveau du petit device, le petit device va venir percer la capsule pour libérer l'insuline dans votre organisme. Alors je vous ai mis deux sources. Les sources sont pas très claires sur la chose. Est-ce que la capsule une fois percée vient libérer l'insuline jusqu'à ce que ça sorte par vos voies naturelles, ou est-ce que le device vient se recharger avec l'insuline de la capsule? Voilà, il y a deux choses pas très clair dans cet article. Bref, en tous les cas, c'est un nouveau moyen de s'administrer un médicament. Et la chose est bien pensée parce que le petit device, on peut le recharger sans fil. Donc en fait, vous pouvez le recharger sans même ouvrir, sans rien, puisque c'est à travers la peau qu'on vient recharger la batterie. Alors je me suis un petit peu renseigné quand même. Je vous ai mis d'ailleurs un petit lien sur ce sujet, sur l'évolution du diabète, et c'est assez fou. Il y a 3 à 4% de diabétiques de type 1 en plus par an. Alors c'est en Europe, en France ou en Europe, je sais pas, mais c'est lié à beaucoup de facteurs qui sont assez peu expliqués. Mais bon, nos vies modernes, sédentaires et autres, provoquent ce genre d'augmentation. Et c'est vrai que, voilà, bon, moi je trouve que c'est une très très belle innovation. Si ça peut rendre la vie plus confortable pour ces malades-là, je trouve ça très bien. Et si après ça ouvre la porte à d'autres types de
de médicaments et de soigner d'autres choses par ce moyen-là, non invasif. Voilà, je suppose que ça doit être quand même relativement... Enfin, je dis pas que c'est confortable, mais voilà, c'est ça, on le voit pas, et voilà, si c'est sûr et fiable... C'est invasif, quand même. Ouais. C'est quand même c'est invasif. C'est invasif, d'accord. La chirurgie, quand même, pour aller placer le petit bitonio. Il y a quand même toujours la prise de capsules par voie naturelle, entre guillemets. Donc voilà. Il y a cette solution-là. Il y a la solution de la pompe à insuline également, qui est aussi quelque part invasive, qui est une petite pompe qui est portée sur soi et qui, au fur et à mesure de la journée, donne la dose d'insuline en fonction de ton taux de glycémie, quoi. Hein. C'est calculé en temps réel ou quasiment. Et donc, il faut une perf. C'est comme une perf, ouais, mais permanente, quoi. Et donc, bon, c'est une solution aussi. Je pense que, voilà, il y a des pistes. Ça réfléchit manifestement pour trouver on sait quelle est la solution. Hein, c'est la prise d'insuline, il n'y a pas d'autre. Actuellement, en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas l'impression qu'on évolue beaucoup de ce côté-là. Donc, après coup, voilà, c'est comment prendre ce médicament, en fait, hein, voilà, et c'est une solution parmi d'autres, effectivement. J'avais pointé également ce petit sujet, cette interrogation sur un site, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, s'il a, lui, d'autres solutions. Comme ça, les technos sur le point de table ont trouvé une solution au diabète. J'ai la chance de ne pas connaître ça autour de moi ni dans ma famille, donc le diabète... ne nous concerne pas, c'est pas pour ça que je trouve pas ça super intéressant, mais... Moi, je pense que quand tu connais pas... Il faut demander aux gens qui sont... Enfin, c'est ça aussi le truc, c'est que il faut à un moment donné se tourner vers les associations de patients et soumettre des idées comme ça aux associations de patients. Puis bien souvent, c'est là que ça se passe, parce que c'est le patient, finalement, in fine, qui va utiliser ce matériel. L'avis des médecins est évidemment important aussi, hein, j'ai pas dit le contraire, mais la façon dont ça se passe, la méthode qui est utilisée, etc., il faut qu'elle soit acceptée par les patients, quoi, parce que sinon, ça n'ira pas, clairement. Ce que j'avais vu comme vidéo il y a quelques jours que je trouvais assez extraordinaire, et là on n'est plus du tout dans la technologie, on est dans la chair et les os, c'est le chien. Et donc c'est des diabétiques qui avaient des chiens, et qui, à partir du moment où ils avaient le chien détectait un problème, il venait près de son propriétaire et il poussait avec sa truffe pour dire il est temps de faire ta picouse. Ouais. Et ce que je trouvais assez hallucinant, c'est que donc le chien, juste à l'odorat, à distance, est capable de savoir que quelqu'un a un problème de diabète. Et donc quand tu vois ça, nous, scientifiquement, on a encore du boulot, parce que nous, là, on est obligé d'implanter des trucs pour savoir si tu as un problème, alors que lui, à distance, il te renifle qu'il y a un problème. Les expériences aussi qui sont menées justement sur l'odorat du chien, qui ont été menées justement au moment du COVID, enfin au début du Covid, pour essayer de voir si avec les chiens qui par ailleurs sont capables de reconnaître quelqu'un qui a un cancer par exemple, déjà avancé, hein, mais voilà, il est capable de reconnaître certaines pathologies, parce que l'être humain sécrète sans doute des odeurs particulières dans ces cas-là, et ils ont fait je sais pas où ça en est, mais en tout cas je sais qu'il y a eu des expériences dans ce domaine, et ils ont trouvé de la chenouf. Non, c'est pas ça. Mais j'ai un chien à la maison, hein, et que je te jure que de temps en temps, quand il m'accompagne à la toilette et qu'il se décide de renifler le pot, je suis pas très fier pendant le reste de la soirée. Hein, je me dis, il y a un truc, ça y est, j'ai chopé le cancer. Oui, parce que le chien, après toute la soirée, il passe sa soirée dans le dictionnaire médical. Non, il est dans le dictionnaire médical. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est comme Zazie dans le métro. D'où qui pue donc tant Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez une opinion, un avis, vous êtes diabétique. Que pensez-vous de cette solution? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube. Il y a eu la visite dans l'iCloud. Il y a eu des visites dans l'iCloud. Dans iCloud, on l'avait déjà dit ici, Sébastien, mais aucun système n'est imperméable. Donc, finalement, inviolable. Et donc, quelqu'un avait violé l'iCloud. Oui, alors, il a volé la pomme, mais qui a volé qui a volé alors, qui a volé Aokuoshi? Tu vois, un mec. Et comment va ton chien? Mon chien va bien. Mais je suis sûr que mon chien est capable de faire la même chose. Enfin, en tout cas,
Ouais, il y a moyen de le dresser, mais on en reparlera hors sujet. Et donc, c'est un mec de 40 balais qui s'est dit, je m'embête vraiment le soir. Je vais envoyer des vagues de mails, je ne sais plus combien de centaines de milliers, mais je pense que c'est 400 ou 500 000 mails qu'il a balancé en phishing. Donc tu vois, il a quand même passé de bonnes soirées. Et à des gens pour essayer de choper leur login sur iCloud. Il va essayer d'aller piquer de l'argent ou faire du ransom, enfin tu vois, des demandes de rançon, je t'ai piqué des trucs, etc. Non, le mec, le seul truc qui l'intéressait, c'était d'essayer de trouver des photos de Madame à poil. Voilà, si. Et donc, il a réussi à choper 306 comptes, réellement, voilà, de jeunes femmes, et il s'appelait... il exerçait son larcène sous le nom de iCloud Reaper for You. Donc, alors une fois qu'il avait chopé toutes les photos, il les rassemblait, il les partageait avec ses petits amis, etc., etc. Et en fait, c'est amusant comment il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par le FBI. Non pas parce qu'il avait partagé les photos avec ses petits amis, mais parce que les photos qu'il a partagées peut-être un jour avec ses petits amis, il y a un couillon qui a été le partager sur un site. Et il y a un site aux États-Unis, une société aux États-Unis qui apparemment offre le service de vérifier si les photos de toi à poil se retrouvent sur Internet. Moi, je trouve ça génial, les mecs qui ont inventé ça. Il se dit, envoyez-nous toutes vos photos à poil, et si jamais on les voit sur Internet, on vous le dira. Alors là, les mecs, ils passent de super soirées parce qu'ils n'ont pas besoin de pirater iCloud. Tout le monde leur envoie les photos à poil. C'est ça. C'est encore mieux. Il fallait qu'il envoie son CV, le gars. Il est engagé depuis. Et alors, donc, cette firme a envoyé une alerte à une petite dame en disant on a trouvé des photos de toi sur un site à Walpé. La fille, elle dit j'ai jamais envoyé à personne, elles sont juste sur mon iCloud, c'est pas possible. Et donc, contact au FBI qui a été demandé à Apple la liste de toutes les IP qui se sont connectées. Et comme le gars, il se posait pas de questions, il se connectait de chez lui, ils sont arrivés avec le bazooka et ils ont dit hey, gars, qu'est-ce que tu fous? Alors, le mec, il avait quand même, avec tout ça, réussi à récupérer, on s'accroche, 620 000 photos à poil. Sur combien et 9 000 vidéos. Sur 300 comptes. Ils étaient très actifs. Hein. 306 000. Ça veut dire une moyenne de 2000 photos par compte. 2000 photos. Hein. Ouais. Et 9 000 vidéos. Voilà. Il n'y avait pas que du cul. si, que du cul. Que du cul. Il est tombé vraiment sur les... Voilà. Bon, Ah oui, il les a sélectionnés. C'était les 306 meilleurs qu'il a pris. Donc, et il s'est fait choper par indiscrétion. Il s'est fait choper. Alors maintenant, il demande pitié parce qu'il dit j'ai une famille. Bah oui, t'as une famille. Bah, ouais. Envoie tes photos. Donc voilà. Si vous trifouillez les photos des gens sur iCloud, surtout ne le dites pas à vos amis. Ne partagez pas ça. Non. Gardez ça pour vous. Et pas de chez toi non plus, tu vois. Qu'est-ce que tu veux. Enfin, ceci dit, ceux qui pensent encore que sur le cloud leurs photos sont protégées. Alors je pense que même aujourd'hui c'est pire que ça, c'est que nous encore on est des techs, machin, etc. Nos auditeurs, vous. Mais personne ne veut des photos de nous à poil, je sais. Non mais on sait tous que quand on fait une photo avec son téléphone, ça part sur le cloud à un moment ou à un autre, surtout si on a payé un abonnement avec. Mais nous on s'en fout. Mais nous on s'en fout parce qu'on n'est jamais à poil. On est comme ça. Dans le pire des cas, on a une chemise à carreaux avec des bics 4 couleurs, et des choses de geek, quoi. Voilà. Mais ceci étant dit, les gens oublient que quand ils font une photo, même en ayant payé leur cloud, ils oublient que la photo, elle va sortir du téléphone pour aller sur un serveur et que ce serveur peut être piraté. Voilà. C'est une belle leçon de vie donnée à ces gens-là, je trouve. Rien de tel que le bon vieil appareil photo pas connecté au web. L'argentique, exactement. Que tu amènes chez le photographe pour faire développer et qui lui fait des copies sur CD. Qui lui fait une copie sur CD, effectivement. On va ressortir à ce que préférait Benoît, les instants. Oui, effectivement. Ça, c'était pas mal aussi. Donc, un vieux Pola, que après tu scannes. Bon, allez, on passe à la suite. N comme numérique. Qu'est-ce qu'on fait que de parler de numérique de toute façon dans ce podcast, mais pas que. Aurélien, est-ce que le numérique doit s'apprendre à l'école? Donc cette éducation au numérique, est-ce qu'elle doit s'apprendre à l'école? Il y a tout un débat autour de ça. Oui. Et il y a d'ailleurs l'université d'été
du numérique éducatif en ce moment. Je crois que c'est le dernier jour aujourd'hui en France à Axe-les-Thermes. Vous pouvez regarder sur le web. J'ai survolé quelques conférences qui sont en libre accès. Donc vous pouvez écouter tout ça. Alors il y a un article donc qui a été épinglé. Parce qu'en fait, c'est tout un débat. Est-ce qu'on doit utiliser le numérique ou pas à l'école? Alors le numérique a beaucoup d'avantages sur la façon d'apprendre, la manière d'apprendre, d'avancer, l'interactivité de l'apprentissage, parce qu'on peut échelonner l'apprentissage ou aller plus vite ou moins vite en fonction de l'élève, personnaliser l'apprentissage. Évidemment, on peut aussi apprendre le numérique, apprendre à servir les sciences numériques, les outils numériques et comme la programmation, le codage. Et puis, il y a un dernier volet dont parle l'article qui est l'éducation citoyenne au numérique. Pour moi, c'est un peu la base. Comment je dois, les réseaux sociaux, comment se comporter, ce qu'on peut écrire, pas écrire, les limites, voilà. Et l'article pointe du doigt aussi pas mal d'idées reçues, de fausses idées sur le fait que il y a la génération Y, on est à l'aise avec le numérique. Alors c'est marrant parce que encore un adolescent, il peut être très rapide pour taper sur un clavier de smartphone et envoyer un tweet ou c'est vrai qu'un réseau social. Mais dès qu'on le met sur des choses comme un traitement de texte, par exemple, moi, je suis toujours atterré de voir des gens qui travaillent derrière des ordinateurs et qui tapent à deux doigts. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Mais t'as raison. Je fais juste une toute petite parenthèse, c'est que on parle de digital native souvent, et des employeurs disent il nous faut des digital natives parce que pour réussir notre transition numérique, il nous faut des digital natives. Et bien souvent, on se trompe. En tout cas, c'est ce que certains ont constaté, c'est que digital native, c'est un terme un peu bateau, et que les plus jeunes, la génération Y dont tu parles, ils sont spécialistes dans l'usage de leur smartphone et ils envoient des SMS à tout va avec une certaine dextérité, clairement. Mais pour ce qui est d'ouvrir un compte en ligne, un compte en banque en ligne ou de faire des choses plus techniques, peut-être du codage, etc., bulle, ils sont nulle part. Si ça ne les a pas intéressés d'un point de vue purement ludique, ils s'y connaissent pas mieux que toi, quoi. Enfin, que monsieur ou madame là, tout le monde, quoi. C'est un peu ça aussi l'idée. Il parle aussi par exemple, de compétences dans l'organisation d'un système de fichiers. Enfin, ça paraît tout bête, mais je pense qu'on a tous à apprendre de ce genre de choses. Et il y a à la fin de l'article, il y a des choses assez rigolotes. Il y a des profs qui relatent le fait que l'étudiant, pendant le confinement, ayant réalisé un travail sur son écran, ne savait pas le sauvegarder, pas faire de capture d'écran, et donc il photographie avec son smartphone l'écran du PC pour l'envoyer au prof pour montrer son travail. Je trouve que c'est quand même très drôle. Et pour finir, je dirais qu'il y a donc c'est des conférences là qui essayent de comprendre, de voir quelles sont les possibilités d'amélioration et comment on doit gérer cette progression dans le numérique suivant les âges, à l'école, au collège, au lycée. Il y a des brevets d'aptitude. Maintenant, moi, je suis trop vieux pour avoir connu ça, mais il y a eu des brevets d'aptitude qui ont été mis en place en 2000, et puis quelque chose qui s'appelle PIX, P-I-X, en 2016. Je crois que c'est maîtriser un tableur, des choses comme ça. Et je pense que moi, c'est hyper important aussi bien qu'on faisait de l'éducation civique, mais de l'éducation numérique, oui. Pour moi, ça doit se faire à l'école, et tout ce qui peut faire avancer l'élève sur ce chemin-là, moi je trouve que professionnellement, c'est des compétences qu'ils ont. C'est des choses dont ils auront besoin dans la vie active déjà. Je parlais d'ouvrir un compte en banque en ligne, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Moi, je me rappelle qu'à une époque, on nous expliquait, un prof, bien gentiment, prenait une petite heure ou même pas pour expliquer comment ça se passait, aller à la banque, machin, etc., remplir des papiers, venir avec sa carte d'identité, des banalités, mais des trucs qui, quand même, à un moment donné, le jour où tu dois le faire, tu repenses à ça, tu dis « Ah oui, il faut pas oublier la carte d'identité. » Bête exemple, hein, mais
il peut y en avoir d'autres. C'est vrai que tu parlais par exemple de la réputation numérique, ça fait partie aussi de cet ensemble-là de vie numérique et de compétences numériques. Qu'en pense Sébastien? Parce que je suis certain qu'il a une opinion, tout comme toi, Aurélien, vous avez tous les deux des enfants, donc ça vous touche certainement plus que moi, mais quelle est ton opinion là-dessus? Alors, déjà, je voudrais dire que je pense qu'il n'y a que dans les technos. C'est le podcast dans lequel on est capable, grâce à notre alphabet, d'avoir ce genre de sujets qui se suivent. C'est pas possible autrement. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, c'est... voilà. Oui, pendant que vous discutiez, je te dis, le première seconde, tu dis, on passe quand même de tout à rien. Oui, mais en même temps, en même temps, il y a, quand je disais que les gens... Il y a l'ordre alphabétique. Oui, dans l'ordre alphabétique, mais quand je disais qu'il y a des gens qui oublient que quand ils font une photo, elles partent sur iCloud, ça fait partie de la formation. Tout est sous contrôle, tout est logique. Voilà. Ça peut choquer, mais c'est sous contrôle. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un bonus, et dans le bonus... Justement, quand on parle éducation et enfants et programmation, on en reparlera dans le bonus. Ah, tu veux garder une petite réserve pour le bonus? Celui-là, je le garde pour lundi. Oui. Ok, d'accord. C'est juste pour je spoil pas, il faudra venir au bonus. Voilà, c'est ça. C'est notre teasing. Faudra attendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que moi, ça fait des années que j'ai cette discussion avec ma sœur et avec d'autres parents où on a un conflit de la manière dont on voit l'éducation, parce qu'effectivement, je trouve qu'en primaire chez nous, c'est jusqu'en France, c'est quoi, CE1, de 6 à 12 ans, CM1. Ouais, c'est ça. Merci, c'est plus facile encore, pardon. Ouais. Et donc, on apprend absolument rien du numérique aux enfants, alors qu'un gosse qui sort et qui a 12 ans et qui sait pas allumer un PC, d'une certaine manière, moi, je trouve qu'il y a un certain handicap, hein, en tout cas dans la vie après, et s'il commence seulement à 12 ans, il sera moins agile que si on lui fait commencer plus jeune, d'apprendre ces trucs. Nous, autour de la table, la plupart des techs qui nous écoutent, à 7-8 ans, on jouait sur des Commodore, des Spectra Video, des Amiga, et on pissait des lignes de code. Donc on jouait avec ces trucs. Et donc ça te crée la manière de raisonner. Et pour un gosse, c'est le mindset. Pour un gosse, ce qui est assez incroyable, c'est que ils ont une telle malléabilité qu'à 7-8 ans, c'est pour eux, si tu leur apprends, en quelques jours, ils vont comprendre et ils vont être dans le trip. Un adulte très vite aussi. Compliqué. Tu peux oublier très vite aussi, mais si ça fait partie du système éducatif, tu peux vraiment, ils n'ont pas cette cette réticence à apprendre parce que ils sont dans un système qui est comme ça depuis longtemps. Je te prends un exemple. On a fait, il y avait un salon en Belgique sur les sciences. Il y en a plein chaque année. Il y en a un où j'étais avec mes gosses et il y avait un truc qui était génial, qui a été une école Polytech qui avait fait. C'était un truc en Lego. Et tu devais faire un genre de code barre, et en passant le code barre, j'y reviens, le truc prenait une balle au bon endroit et le mettait dans un axe XY et déposait la balle. Et pour pouvoir le faire, tu devais programmer un genre de barcode, et le barcode, en fait, c'était du binaire, simplement. Tu devais mettre le chiffre, et le chiffre te permettait à faire le truc. Et donc, tu expliques le binaire, et il y avait les students qui expliquaient le binaire aux gosses qui étaient là. Gamine à 7 ans, après 5 minutes, elle te faisait le truc en binaire comme si elle avait toujours parlé en base 2 de sa vie, elle a toujours compté comme ça. Et t'as des adultes à côté, et ils ont essayé une demi-heure après, on était toujours en train de leur expliquer que on peut compter autrement qu'en base 10. Oui. Et pour ça, pour un adulte, c'est impossible, c'est impossible de comprendre et même de se dire qu'on peut parler en autre chose que base 10. Et alors que pour nous, c'est évident, on est des techs et on parle en base 16, en base 2, en base 8. Et tout ça est évident. Donc, pour moi, ça doit vraiment venir à l'âge, au plus jeune âge. Après, aujourd'hui en Belgique, on est nulle part. On est d'accord que ça vient au plus jeune âge, mais ça doit s'en tenir aussi. Je pense à l'apprentissage des langues, c'est la même chose. Tous les mots des langues, c'est la même chose. Tu peux apprendre une langue différente à un enfant de 6 ans, et à 12 ans, il aura peut-être tout oublié si c'est pas enrichi et travaillé et expérimenté. Mais là, c'est la même question que la malléabilité vis-à-vis du fait de pouvoir compter dans une autre base, hein, parce que si tu sais que ça existe quand t'es un gosse et quand on le rappelle de temps en temps,
même si tu sais pas compter en base 16, bah, c'est pas grave, hein. Tu sais que ça existe. La langue, c'est la même chose. Là, c'est la maniabilité au niveau des cordes vocales pour pouvoir faire les sons. Donc, si tu fais un son quand t'es un gosse et que t'as appris à le faire, quand tu l'as fait répéter, même si tu comprends rien à la langue, c'est pas grave, tu sais faire le son, tu peux apprendre la langue. Un adulte, c'est trop tard, les cordes vocales, elles sont mortes. Hein. Enfin, elles sont comme ça, elles bougeront plus. Donc là aussi, c'est des choses. Et à côté de ça, et c'est là qu'on s'accroche beaucoup, ma sœur et moi, là-dessus, enfin beaucoup, voilà, ça entend très bien, j'aime ma sœur, salut, coucou. Et c'est que on apprend beaucoup... les enfants, l'écriture cursive, alors qu'aujourd'hui, le mec, je suis désolé, mes fils savent écrire, je regarde un papier et un bic, je pense que j'ai écrit un mot sur un papier ce mois-ci, ça ne me sert absolument plus à rien. Oui, mais il faut dire aussi que tu as un clavier sous la main à peu près 23h30 oui, mais c'est un clavier ou un smartphone ou un ordinateur et donc aujourd'hui, le fait de savoir écrire une lettre proprement avec un bic, c'est plus ça qui est vraiment important pour la population adulte. Donc, est-ce qu'on doit vraiment passer autant de temps à l'écriture cursive? Moi, je pense que c'est comme le dessin, c'est comme voilà, il faut garder un peu la gymnastique de ça aussi, mais c'est vrai que les priorités changent peut-être dans l'ordre des choses, et il y a peut-être des choses différentes à faire. On a bien pourri. Tu parles d'enfant, mais c'est un sujet super intéressant, et donc on a envie d'en parler, quoi. On a mis les liens évidemment dans la description, hein, Aurélien. Tu parlais de le numérique éducatif est-il social, c'est le cycle de conférences dont tu parlais. On vous met le lien effectivement également à votre disposition, comme à chaque fois d'ailleurs. Toutes nos sources sont toujours disponibles, puisque c'est une revue de presse, les technos, que vous découvrez chaque semaine. Passons à la suite. Oui, c'est un podcast belge, je tiens à le préciser, ce qui explique notre humour un petit peu décalé de temps en temps. On est à la lettre O comme horreur. D'accord. Merci les gars. Je cherchais. Oui, t'as trouvé en l'occurrence. On va parler, j'en ai parlé en préambule, de cette entente qu'il y aurait ou qu'il y a eu entre Apple et Google, voici bien longtemps en fait. Oui. Alors pour ceux qui ne nous voient pas, le horreur, j'ai quand même mis un H devant, hein, mais le O majuscule. Hein. Ne me faites pas tout dire non plus, tu vois. Je sais écrire horreur. Mais enfin, on va trouver d'autres mots. Si vous aviez un autre mot pour le sujet, honnêtement, je suis curieux, j'ai cherché longtemps, j'ai rien trouvé. Horrible. C'est toujours un H. Certains vont te dire hypothétique. Ah ouais, la lettre I. Non, il me fallait un truc entre le N et le P. Oui, c'est juste. O. Et donc, effectivement, il y a deux petits gars un jour qui se sont rencontrés, ils se sont mis autour d'une table, ils ont décapsulé leur petite canette de bière, hein, et c'était Larry Page et Steve Jobs. Peut-être que Steve Jobs, il était plus sur le jus de carotte, hein, parce qu'il était fort sur le jus de carotte. Genre pomme. De pomme. C'était pomme. C'était pomme. Ah, moi j'aurais dit carotte. Non, mais bon, pomme. voilà. Bah, il a eu ses périodes. C'était pas une bière, à mon avis. Oh, wow. Et donc Larry Page et Steve Jobs se sont mis autour de la table et ils se sont dit bon, on s'aime pas, hein, non on s'aime pas, mais bon, on est concurrents sur certains trucs, et puis à côté de ça, bon si on rackettait tout le monde de 30%, et puis il se dit oh, c'est une bonne idée ça, dis donc. Avec l'accent belge et tout, ils se sont dit ça. Et le mec, il a dit bon, on va faire reprend une frite, c'est très mignon. Parce qu'il mangeait des frites avec des pommes. Et ça c'était peut-être et le belge derrière, il dit je vais faire un compte rendu, 30%, on va tous les racketter. Et toi, tu fais un Play Store. Ils ont fait un Play Store, toi tu fais l'App Store, et puis voilà, on va être riche. Et voilà. Et puis franchement, ils se sont pas doutés qu'un jour il y a un mec et c'est épique dans les deux sens du terme, hein, avec le C. Oh, elle est bonne. Le mec dans le procès, ils ont réussi à ressortir le compte rendu de la réunion entre les deux en disant bon, ils nous ont racketté de 30%. Pendant des années, il y a une entente entre les deux sociétés. C'est pas normal. C'est illégal. Et ben voilà, c'est illégal.
Et c'était bien cette histoire. Ça, c'est pas mal, ça, ouais, avec l'accent et tout. Donc, c'est Voilà. pour bien poser le décor. Je vous le dis, Ils ont été c'est pour ça que cons, j'avais hein. précisé que c'était un podcast belge. Parce que sinon, Ouais. tout le monde se serait dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont nuls à faire l'accent. Ils s'arrivent pas, ils font pas bien l'accent belge. Mais si, il n'y a pas d'accent belge. C'est juste nos accents à nous. Bon, Voilà. c'est pas Donc, tout ce qu'on a. C'est pas tout. C'est pas tout. Hein, c'est pas tout. J'ai Ah non, encore mais une j'imagine suite de bien, la petite ouais. histoire. Ah bah, vas-y. J'ai encore un truc. Hein. Ben, vas-y. Donc là, évidemment, les 30%, ça va commencer à chauffer, hein, parce que bon, là-dessus, effectivement, les Américains commencent à s'énerver un peu. Je comprends, hein, on s'est fait racketter. Et alors, c'est pas le seul truc sur lequel on s'est fait racketter, c'est que Google a imposé, avec le premier device programme, là aussi, on a les conditions qui commencent à ressortir un peu partout. C'est assez aussi de nouveau grâce à Epic. Salut Epic, hein. Les mecs, ils ont vraiment jeté un gros pavé dans la mare. Et donc ce programme de Google, assez récent, hein, ça date de 2019, a visé à récompenser tous les constructeurs qui n'embarquaient que le Play Store sur les téléphones. Donc pas de store alternatif. Et donc, si effectivement tu as un Motorola, LG ou autre, et eux l'ont fait, ne mettaient que le Play Store et signaient le contrat avec Google, eh bien Google leur reversait 3 à 6% de ce que leurs utilisateurs achetaient sur le Play Store. C'est exceptionnel quand même. C'est juste magique. Voilà. Mais donc, du coup, Donc, Apple Store, Play Store, même combat. Même c'est combat. comme s'il n'y en avait qu'un seul, en fait. Du coup, Ouais. bah oui, puisque voilà, 30%, puisque là, maintenant. c'est hormis l'aspect accessibilité parce que tu as un device de telle marque et pas d'une autre, c'est le même, en fait. Quelque Ouais, part. le concept derrière, c'est le même. C'est le même. La marge, elle est... Voilà, c'est- c'était une gentille entente et on arrose tout le monde de billets pour que tout le monde se taise et soit content. Et c'est pas mal. Je Oui. pense qu'on finira par en faire un film dans quelques années de La comment suite. on a racketté. Voilà. Comment on vous a bien eu. Le monde entier, ouais. Ouais. Et le monde entier, effectivement. Voilà. Moi, je trouve ça. Enfin, j'ai du mal à rebondir sur ce genre de news parce que je trouve ça pathétique, de nouveau. Enfin, une fois de plus, on est les dindons de la farce, quelque part. Hein. Enfin, nous et les producteurs de logiciels, d'applications, etc. Et on se fait avoir comme des bleus chaque fois, quoi. C'est juste, voilà. Mais oui, mais Je sais après, pas il y a si- les arguments. Hein, c'était Tim Oui, Cook, bien sûr. c'est pour la sécurité, c'est parce qu'on fait un écosystème, c'est parce qu'on valide tout, etc. Ouais, 30%, c'est quand même du racket. Hein, Oui, mais enfin, le début de l'entente, c'était pas Tim Cook, c'était vraiment Steve Jobs, ce qui est Oui, tout à fait c'était Steve étonnant Jobs, d'ailleurs. tout à fait, oui. Ce qui est Oui, quand même, enfin, quand on connaît un peu l'histoire, etc., on se dit, waouh, quand même, et il était loin dans son Ah, truc. il avait prévu son coup. Hein. Ah, bien vu. Enfin, bien vu, ça nous dépend, mais voilà. Bref, bon, ben, on peut passer à la suite. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Hein. Ça se passe en dessous, sous l'article, sur lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube. La lettre P comme piratage, Aurélien, c'est une idée de Microsoft, c'est d'utiliser la blockchain pour empêcher le piratage, mais comment qu'est-ce ? Oui, c'est Microsoft donc qui vient de publier un article scientifique dans lequel ils Non. mettent en... Enfin, si, il s'explique. si, il faut quand même mettre du crédit à ce qu'on développe quand même. Donc il me perturbe. Ils ont créé un système baptisé Argus, rien à voir avec les voitures, qui vise à créer une autorité de confiance totalement décentralisée, où en fait vous pourrez comment on appelle ça, dénoncer les copies pirates que vous verrez, et vous serez crédité en Ethereum, donc par la blockchain, vous serez crédité lorsque vous révélerez que vous possédez, ou que vous connaissez quelqu'un qui possède un système, enfin une copie piratée, pardon. D'accord. Donc, on récompense, je vais la faire courte, on récompense la délation voilà. par des Ethereum. Exactement. Voilà, c'est ça l'idée. Alors qu'avant, donc c'était, on pouvait récompenser la délation, mais c'était quelque chose qui était il n'y avait pas de règles, ça se faisait au coup par coup, et voilà. Et comme Microsoft, il y a beaucoup de piratage de Microsoft Windows et d'Office, c'est les deux, d'après eux, c'est les deux logiciels les plus piratés.
Donc ils ont créé ce système-là et ça s'appliquera également à tout ce qui est copie d'œuvres artistiques, cinématographiques et autres. Donc voilà, donc c'est encore à l'état de recherche. Je vous laisse regarder des articles pour aller plus loin sur comment ça fonctionne. En fait, il y a très peu de... L'avancée de ce système-là, c'est qu'il y a très peu d'opérations. Ils disent que, c'est une utilisation de la blockchain qui induit très peu d'opérations, donc qui fera tourner, qui est sur le principe de la blockchain, mais qui ne fait pas tourner plein de processeurs pour arriver à démontrer que c'est du piratage. Oui, enfin voilà, il faut rentrer dans les détails, hein, mais oui, c'est encore mieux que l'article précédent, hein. On va de pire en pire, là. J'ai peur du prochain, tu vois. Le prochain, c'est un bonus. Ce sera dans le bonus. Mais ça demande évidemment à creuser un peu plus loin. Hein, ce qu'on fait de temps en temps chez les technos, mais pas toujours, on vous laisse faire aussi de votre côté pour un peu investiguer là-dessus, si le sujet vous intéresse, évidemment. Donc ça pose plein de questions. Comment ça se met en place, ça rapporte à qui tiens, je suis sur le écran là. Voilà, je sais pas. Sébastien... non. Ouais, non, mais Microsoft travaille avec depuis, et je pense que c'était même un membre fondateur de la BSA depuis, donc voilà, ça fait depuis toujours, et c'est pas la seule boîte, hein, il y a des trucs comme Adobe et d'autres, et qui mettent pas mal de ressources pour s'assurer que, en Belgique, je pense que ils ont même l'autorité que pour pouvoir rentrer et faire un contrôle des licences sur les machines, voilà, pour savoir si effectivement oui ou non tu utilises des licences. J'ai entendu ça, ouais, en entreprise, etc. En entreprise, donc voilà, c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus entendu parler de la BSA. Je pense que ça coûte aussi certainement un bras à Microsoft et aux autres de rechercher les sociétés qui utilisent des copies pirates, parce que fondamentalement, monsieur tout le monde qui utilise un Microsoft pirate, enfin un Microsoft Windows pirate, voilà, la licence n'est pas non plus hors de prix, c'est pas ça qui allait permettre à Microsoft d'être numéro 1 mondiaux. En entreprise, par contre, souvent, c'est dû aussi... ça représente plus, quoi. Ouais, mais c'est peut-être dû aussi, alors c'est plus le cas aujourd'hui, je pense, mais à une époque, la distribution dans les grandes entreprises, par exemple, se faisait sur base d'un rapport de confiance quelque part avec l'entreprise, puisqu'on filait un paquet de licences, un package de licences, et puis le CD et machin, et allez-y, et c'était fait un petit peu sans beaucoup de contrôle, et donc il pouvait c'est plus le cas maintenant. Il pouvait à l'époque y avoir des dérives où plutôt que d'en installer 100, on en installait 120, et puis voilà, et en chipotant avec les clés, etc. Donc je pense que ça c'est révolu, effectivement. Mais je pense que de payer les sous-traitants pour aller voir ou pour aller faire les audits de savoir coûte beaucoup plus cher qu'un système basé sur la blockchain qui est décentralisé et qui nécessite pas un investissement de départ, mais beaucoup moins de moyens après. Ceci dit, tu parlais d'Adobe, le système qui est mis en place qui est, depuis maintenant quelques années, me semble relativement efficace par rapport à il y a quand même beaucoup moins de copies pirates, du coup, alors des vieilles versions qui circulent encore sous le manteau, et encore même plus sous le manteau, des versions Photoshop 6 et des trucs comme ça. C'est complètement dépassé en plus, donc je pense que les versions actuelles, pour en trouver une version piratée, il faut déjà bien chercher et trouver des solutions techniques qui vont sans doute être très très contraignantes, beaucoup plus contraignantes que de payer quelques dizaines d'euros tous les mois, quoi. Non oui, alors il y a, mais c'est pour le moment c'est vraiment un truc sur lequel Microsoft, je trouve que c'est assez antinomique avec la position qu'ils ont, qui essaie justement d'ouvrir un peu leur écosystème et qui sont, enfin, je trouve ça étonnant. Hein, leur image est en train de s'améliorer. Il faut vraiment beaucoup de boulot là-dessus. Après, taper sur le dos de on nous pirate. Et ils viennent de faire deux trucs. Hein. Il y a effectivement ce que Adrien mentionne ici. Bon, voilà. Après. Je suis pas sûr du succès du truc, hein, et c'est un papier pour le moment, donc je pense pas que ce soit exceptionnel. Mais il y a d'autres trucs qu'ils ont fait. Hein. Il y a, pour ceux qui connaissent pas, il y a moyen d'acheter des clés pour installer des Windows vraiment pas cher. Il y a plein de sites, mais il y en a un qui revient assez régulièrement, c'est g2a.com. Et en fait, ce que font des boîtes comme G2A, c'est en fait ils rachètent des clés
de machines, par exemple, qu'on a vendues et tu t'en fous, t'as foutu un Linux à côté, bah, ils ont repris les clés, ils reprennent et ils revendent ces clés après à toi, mais à 3 fois rien, quoi. Donc c'est des clés, et tu vas pour acheter un Windows Pro pour 15 ou 20 euros. Ouais. Un Windows 10 Pro à 20 euros, la licence chez Microsoft est à 100-150 boules. Donc la différence est assez majeure. Et donc, on a utilisé ça effectivement sur l'une ou l'autre machine qu'on a des laptops qu'on avait achetés qui étaient en Windows Home. Alors oui, malheureusement, on n'a pas du Linux partout dans la boîte. Commercial et marketing, ça passe pas. Et donc, le Windows Home, hors de question qu'on utilise ça, on a besoin de cryptage sur les disques. On passe en Windows Pro, on achète des licences, 20 balles, tu te dis c'est bon, hein, je prends ma clé. Et jusqu'à un peu plus d'un mois, les clés passaient sans problème pour faire un upgrade d'un Home vers un Pro. Et maintenant, ils refusent d'utiliser ces clés pour faire un upgrade. Si tu veux effectivement utiliser une clé d'un Windows Pro que tu as acheté dans une boîte comme eux, eh bien, tu dois réinstaller complètement la machine. Tu peux plus faire un upgrade. Okay. Donc, ils rajoutent une série de contraintes pour se dire, si tu veux, t'es en entreprise, tu vas pas perdre 1 heure de boulot, t'as qu'à payer les 150 balles comme tout le monde. Et tu peux recycler la clé, à condition que ce soit sur une installation neuve, quoi. Oui, c'est ça. Neuve, mais plus un upgrade. Ouais. Donc, ils font des restrictions comme ça au fur et à mesure, c'est assez chiant. Tu nous as dit, Sébastien, donc chez toi, c'est le service marketing et commercial qui sont le plus frappés par le lobbying de Microsoft. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est parce qu'ils sont ils font de l'Excel, ils font de l'Excel et de l'Excel et de l'Excel, et donc ils ne jurent que par ça. Bref. Nul n'est prophète en son pays. C'est ça. Bon, ok. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, on passe à la lettre suivante. C'est la lettre S comme Samsung qui va clôturer d'ailleurs cet épisode de 316. Samsung, Sébastien, qui, à l'instar de certaines marques de smartphones, peut bloquer des télévisions à distance. Oui. Et donc, c'est quelque chose que personne ne savait il y a peu. On a dérobé, on n'en a pas parlé, je suis même pas sûr qu'on avait vu passer la news, mais en Afrique du Sud, durant des échauffourées, il y a un mois, on a rapiqué dans leur entrepôt Samsung un gros paquet de télé. Okay. Donc, Samsung, pas content, tout fâché, on a piqué mes télés. Et les mecs se disent, on a acheté la télé avec la boîte, on l'a chopé dans l'entrepôt, c'est nickel, on est bon, on est les rois du monde, on va se faire du pognon. Et jusque-là, tout le monde y croyait. Sauf que dès que les mecs, ils ont connecté leur télé a dit, c'est dommage, hein. Mais bon, à part allumer la télé et voir un écran noir, c'est tout ce que t'auras. Tu peux éteindre ta télé et tu peux la mettre au bac. Et en fait, Samsung dispose sur toutes ses télés, toutes les télés connectables à Internet, d'un moyen de bloquer la télé à distance pour en faire juste, une lampe de chevet. C'est assez fort. Personne ne savait que ça fonctionnait, mais Samsung ici, elle l'a dévoilé parce qu'ils se sont dit on a volé trop de télé chez moi, ça m'emmerde, donc je vais bloquer toutes ces télés. Donc ils ont cette possibilité. Je ne sais pas s'il y a d'autres constructeurs qui ont ça, mais en tout cas je n'ai jamais vu qu'on puisse désactiver une télé à distance. Souvent c'est effectivement téléphone, tablette, Tesla, ils ont toute une série de trucs. Tesla, oui. Une voiture. On n'aurait jamais dit ça il y a 20 ans, tu vois. Oui. Mais voilà. Alors maintenant, c'est pas disponible pour le commun des mortels. Vu que c'est public et qu'on sait que Samsung sait le faire, il n'est pas impossible que dans les prochains mois ou les prochaines années, Samsung ouvre avec sur son portail la possibilité à un consommateur de dire on m'a piqué ma télé, tu la bloques. Voilà. Non, là c'est plutôt ça assez... c'est un conteneur qui a disparu ou un stock, un vol dans un stock quelque part. Oui, mais du coup ils ont la possibilité pour faire du cas par cas et de bloquer la télé qu'on t'a volée. Ouais, mais je pense que là, ça va leur coûter cher en gestion, parce qu'il faut de l'humain aussi derrière, du coup, il faut quelqu'un qui réponde au téléphone, machin, ça risque d'être un peu site web, tu dois enregistrer. C'est là que justement Samsung et tous les constructeurs rêvent de ça, de proposer un service qui est suffisamment attrayant pour que le consommateur aille sur son site, enregistrer sa télé au moment où il l'a acheté pour donner ses données.
Et donc, c'est une idée à creuser, effectivement, parce que du coup, oui, c'est vrai, par rapport aux assurances, par exemple, ça peut être intéressant de dire à l'assurance, vous savez, j'ai un système comme ça, c'est le rêve de toutes les marques. D'avoir la DB de tous ces consommateurs qui achètent leurs produits, parce qu'ils les ont pas aujourd'hui. En plus, oui, c'est pas faute de demander à s'inscrire, etc. On sait jamais pourquoi on s'inscrit, ça sert à rien, en fait. Ça va pas recevoir de la pub. En général, ils font du cashback pour ça. Tu vois. Oui, mais si tu mets un petit service en plus. J'ai encore eu le cas récemment sur une mise à jour d'une carte graphique MSI, par exemple. Tu dois te réinscrire chaque fois. Ils t'oublient, en fait. Il y a un petit bug de leur côté, je pense, mais voilà, c'est juste pour la blague. Ok, bon voilà pour conclure donc cet épisode 316. J'ai envie de vous dire les petits gars. Et le prochain, tu sais c'est quoi? Le 317. C'est un nombre premier. C'est un nombre premier pour commencer, pour le premier épisode de la saison 8. Ça, c'est une chouette nouvelle. Ouais. Youpi, les geeks là. Ah, voilà, youpi, super. On se tape sur les cuisses et tout. Nombre premier. Allez, tu vois, pendant ce temps-là, il y a rien qui est en train de calculer. Est-ce qu'il dit des conneries? Est-ce qu'il dit des conneries? Est-ce qu'il est premier? Non, le premier, il est premier. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur le 310? Je participe au 319. Qu'est-ce que c'est le 319? Ok, bon voilà, il y aura un bonus, hein, ça on vous l'a dit évidemment, pour dans les jours qui viennent, si vous êtes vraiment au taquet, s'il se trouve, il est peut-être déjà dispo, donc allez jeter un œil. Les deux peuvent se consommer l'un après l'autre, l'un avant l'autre, c'est pas très très grave, sauf pour suivre évidemment ce que dit Sébastien quand il fait un peu de teasing dans l'épisode, c'est pour vous inciter à aller écouter forcément le bonus, qui ne fera que 15 minutes, je tiens à le préciser déjà par avance. La rentrée, je l'ai dit, c'est la semaine prochaine. Il va se passer 2-3 petits trucs, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je vous ai déjà parlé des réseaux sociaux, par exemple, de ce que nous allons en faire. C'est un exemple des petites choses qu'on a rajoutées pour la saison prochaine. Mais sinon, on se retrouve au même tas de sable, j'ai envie de dire, hein, avec le même saut, la même pelle et les mêmes mecs. Peut-être pas ces deux-ci, d'autres, mais voilà. Passez une très très bonne semaine tous les deux et on se dit à très bientôt, à vous aussi, ciao.